Quelle méthode pour quel besoin? Comme souvent dans nos secteurs professionnels, la mise en œuvre d'un partenariat de qualité entre les professionnels du handicap et les professionnels de l'ASE, cette mise en œuvre dépend trop, sans doute, des bonnes volontés individuelles. Ce partenariat est de ce fait encore trop peu porté par les institutions et services. Et il nous appartient également de soutenir les bonnes pratiques de travail de terrain, les bonnes pratiques de coopération. Il nous faut assurément penser partenariat et coopération durable pour garantir ces co-responsabilités autour de cette double vulnérabilité. Et sans s'inscrire dans un projet illusoire, sur quelle approche pouvons-nous nous appuyer pour pérenniser des engagements et des pratiques vertueuses et nécessaires? Alors je laisse sur ce sujet la parole à M. Verbesselt, inspecteur ASE. Inspecteur ASE, pardon, Voilà. Excusez-moi. Merci. Merci, Monsieur Bill. Bonjour à tous. Tout d'abord, en liminaire, vu que j'ai pas pu être là mercredi involontairement, je tenais à remercier le CNAEMO et particulièrement toi, Mathieu, pour ton enthousiasme et le double honneur qui m'est fait cette semaine, à la fois d'avoir vu mes travaux de l'année dernière se voir décerner un des prix de la recherche du CNAEMO, et j'en suis sincèrement honoré et touché, et de me donner l'occasion de parler, alors au nom d'un binôme, je présenterai également mon camarade Éric Burarena, de choses qui ont marché, parce qu'effectivement on a parlé de beaucoup de choses qui n'ont pas marché, de ce qui peut nous secouer et nous remuer au quotidien, mais la réflexion que je vais vous proposer ce matin s'appuie et s'enracine dans des expériences conjointes qu'on a pu avoir. Alors l'AEMO et l'ASE n'entretiennent pas toujours les meilleures relations du monde, loin s'en faut. Les logiques de milieu ouvert et de milieu fermé ne s'hybrident pas aussi facilement que ça, et c'est à partir d'expériences que je crois qu'on peut dire réussies, en tout cas inspirantes, que j'ai envie de parler en notre nom à tous les deux ce matin. Éric s'excusant de n'avoir pas pu faire le déplacement. Alors, déjà, d'où parlons-nous? Donc, Éric Burarena, qui a monté cette présentation avec moi, est cadre intermédiaire à l'association Arcea, donc chef de service d'un service d'AEMO avec hébergement dans le sud Alsace, donc sur la région mulhousienne jusqu'au territoire de Belfort. Et moi-même, voilà, M. Bill m'a présenté. Je précise quand même, comme j'aime toujours à le faire, que je suis assistant social de formation, donc un travailleur social de terrain avant d'être inspecteur à l'aide sociale à l'enfance. Je suis également formateur vacataire à l'École supérieure de praxis sociale à Mulhouse et depuis la semaine dernière, bébé doctorant à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Voilà. Alors, pour vous situer d'où nous tenons notre propos, Éric et moi, nous partageons une expérience de conduite de processus éducatifs atypiques, à caractère innovant et expérimental, au profit de mineurs, le plus souvent adolescents ou préadolescents. Donc, ces mineurs présentent des difficultés multiples qui sont déterminées par la complexité de leurs problématiques personnelles et familiales et qui appellent des réponses pluriprofessionnelles conjuguées. Elle combine donc sous des formes personnalisées et modulables les ressources et les compétences d'acteurs familiaux et professionnels œuvrant dans des champs différents, protection de l'enfant, handicap, soins, insertion sociale et professionnelle. Mais hier, Madame Bigot nous parlait également des enfants en conflit avec la loi. Ce pourrait aussi être une forme de double vulnérabilité finalement. Donc on aurait pu citer les acteurs de la PJJ et tant d'autres. Mais tous ces acteurs ont des formes d'organisation et des logiques d'intervention qui sont plurielles, qui ne sont pas monolithiques et monoblocs. Ce qui nous a amené finalement à mener une réflexion sur la double vulnérabilité en tant que telle, cette commande, cette consigne, cette demande qui nous a été faite pour ce matin. De fait, notre approche par rapport à la problématique de la double vulnérabilité a été forgée, je vous le disais tout à l'heure, à l'épreuve de situations concrètes marquées par des troubles psychiques, les troubles du comportement avec ou sans déficience intellectuelle. Mais finalement, considérant que chaque situation doit être appréhendée d'une manière systémique, alors systémique au niveau de la structure familiale comme au niveau de l'ensemble de l'environnement dans lequel évolue l'enfant et la famille, il nous faudrait peut-être, nous, en tant que professionnels, discuter le principe même du concept de double vulnérabilité.
Et c'est pour ça que, pour cette présentation, même si le terme de double vulnérabilité reviendra évidemment, nous avons préféré parler et vous inviter à penser la question de mineurs dont la singularité personnelle est exacerbée. Ce pas de côté, il permet finalement de rendre compte de l'interpénétration de champs dans une configuration unique et renouvelée pour chaque gamin. On parle aujourd'hui et depuis 3 jours évidemment de l'interpénétration des champs de la protection de l'enfance et du handicap, mais notre propos pourrait être transférable et transposable à bien d'autres doubles vulnérabilités, triples, quadruples, quintuples, etc. Alors on parle de quels jeunes dans le Haut-Rhin, je ne connais pas tous les chiffres au niveau national, mais dans le Haut-Rhin, en 2018, on avait repéré que 23,8% de nos jeunes présents, donc confiés à l'aide sociale à l'enfance, sont en situation de handicap, contre une moyenne de 13 à 20% au plan national, donc plus élevé que dans le reste de la population, et d'une manière générale, 7 fois plus importante que dans l'ensemble de la population. Donc une prévalence des questions de protection de l'enfance. Voilà. Donc ce public est constitué de situations identifiées au travers d'un niveau particulier de complexité, puisque moi, sur les situations que je prends en référence en tant qu'inspecteur d'aide sociale à l'enfance, ce ne sont que des situations qui ont été identifiées par les autres inspecteurs territoriaux pour être particulièrement complexes. On ne va pas dire qu'ils ne passent que des patates chaudes, mais d'un niveau de complexité qui nécessite qu'on prenne plus de temps, peut-être pour réfléchir et articuler les interventions que pour d'autres jeunes. Donc ça peut être de la double vulnérabilité, protection de l'enfance et situation de handicap, qu'elle soit reconnue ou pressentie. On a parlé au long de ces deux premières journées de toutes les situations pouvant relever du champ du handicap, mais qui ne sont pas identifiées, présentant des troubles psychiques, de l'errance, des parcours fractionnés ou la situation des adolescents qui sont eux-mêmes déjà parents. Et on va sortir les mouchoirs, la plupart de ces mineurs ont ainsi vécu une histoire familiale chaotique, carencée, gravement affectée. On identifie des ruptures, de l'abandon, de l'indisponibilité de l'adulte, insécurité, anxiété, angoisse, dépression, effondrement psychique, dépendance aux produits et ou aux relations toxiques, confusion, violence relationnelle, verbale, psychique, mais également sexuelle au sein de nos institutions. Ça nous met de bonne humeur pour commencer la matinée, n'est-ce pas ? Pourtant, ce sont nos réalités à tous au quotidien. Donc, en conséquence de cette histoire vécue, une majorité des mineurs qu'on accompagne présentent des manifestations traumatiques graves et des grandes difficultés de comportement, voire déjà des choses qu'on peut identifier comme des troubles du comportement manifeste et un grand nombre de fragilités sur le versant psychiatrique. Comme prémisse ou comme prémisse potentielle d'une situation durable d'exclusion à l'âge adulte, une part significative de ces adolescents que nous accompagnons sont en situation de rupture de scolarité ou d'un processus de formation professionnelle, puisque depuis 2019, la loi est censée donner les moyens aux missions locales, je dis bien censée, d'accompagner et de faire valoir une obligation de formation pour tout jeune de 16 à 18 ans, quelle que soit sa situation par rapport au handicap d'ailleurs. Et c'est des jeunes qui peuvent être également en rupture de prise en charge institutionnelle spécialisée. Donc ces ruptures, elles font souvent suite à des attaques dures et répétées du ou des cadres institutionnels jusqu'au rejet et à l'exclusion. On peut s'arrêter sur cette phrase parce que vous pouvez l'entendre de deux façons. Qui attaque l'autre? Est-ce que c'est le cadre qui attaque ces jeunes ou est-ce que c'est ces jeunes qui ont attaqué le cadre au point de susciter l'exclusion de l'un par l'autre? Beaucoup de ces mineurs apparaissent aux yeux du kidam impulsifs, agressifs, prompts à transgresser et vulnérables aux conduites à risque, aux crises psychiques relationnelles souvent violentes. Voilà, comme ça le constat est complet. Mais ils peuvent aussi présenter, et c'est des situations qui peuvent être peut-être paradoxalement plus inquiétantes encore, en alternance ou à l'inverse, des situations de complet repli sur soi. Donc ça va être les fameux nerds sur PlayStation et enfermés dans leur chambre avec une pile d'assiettes dans des états de décomposition plus ou moins avancés. Et de repli et des jeunes qui finalement se coupent du monde et de toute forme de vie sociale. Je vais faire une série de remarques pour conclure cette partie sur les constats qui nous ont amenés à réfléchir aux propositions qu'on va vous formuler, sur des remarques à propos des jeunes, de leurs familles et nous-mêmes en tant que professionnels.
Par rapport aux jeunes, je crois que je rejoins totalement ce qui a été dit, alors ce matin par Maric encore une fois, mais tout au long de la journée d'hier. Nous n'estimons pas, avec notre regard de professionnel de terrain, qu'il y a des besoins fondamentaux différents par rapport aux autres publics. Mais certains de ces besoins sont forcément accrus ou exacerbés par les caractéristiques singulières du public dit en double vulnérabilité. En particulier, il y a un besoin accru, et ça a été évoqué hier également, de contenance, alors sur le plan psychique et relationnel, comportemental, qui appelle des modalités forcément spécifiques de prise en compte et d'intervention des professionnels. Nous, ce qu'on a pu observer, c'est l'intérêt, quelque chose qui était un impensé un petit peu sur les interventions au départ qu'on avait, c'est de pouvoir développer une véritable approche par compétences. Alors ça va parler aux gens de l'éducation nationale et aux gens issus du champ du handicap, dans la protection de l'enfance et dans l'éducation spécialisée d'une manière générale. Elle permet à la fois de faire langage commun et de se décentrer du symptôme et de tout ce qui peut nous mettre en inquiétude, mais elle permet également, par la reconnaissance des atouts et des acquis du jeune, une forme de renarcissisation et de travailler quand même à ce qui est fondamentalement notre rôle en tant qu'éducateur, d'équiper ces jeunes pour faire face aux défis de l'avenir et de leur majorité. Parce que je parle sous l'angle de la préparation majorité comme point de départ. Par rapport aux familles et aux adultes de référence, retour un peu au mouchoir, les parents finalement, de la même manière que les jeunes que vous et que nous rencontrons, ils ont pu également avoir des parcours fractionnés dans leur enfance quand on fait des études de cohorte ou à l'âge adulte. Ils sont parfois marqués par des violences institutionnelles eux-mêmes. Il y a un phénomène de double victimisation qui évoque très précisément la littérature. Alors, sous l'effet de la diffusion du paradigme néolibéral qu'on connaît plus ou moins tous dans nos institutions, où les personnes, finalement, sont responsables de leur propre situation. Après tout, elles sont libres de réussir. Pourquoi ne le font-elles pas ? Donc, en tant qu'entrepreneurs d'eux-mêmes, elles se devraient de réussir et elles ne réussissent pas. Donc, double victime. Elle se distingue, il faut également distinguer pour nous en tant que professionnels les niveaux d'implication. Nous, c'est notre boulot, d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, on a des congés, on a des superbes assises du CNAEMO, on a des moments pour se ressourcer. Les familles, les jeunes, c'est leur vie quotidienne, c'est leur intimité qui est mise sur la table, qui est posée sur le comptoir et sur laquelle on essaye de faire quelques réglages. Et il me semble que ce n'est pas du tout les mêmes niveaux forcément d'implication relationnelle, ce qui ne minimise en rien ce que vous et ce que nous pouvons faire en tant que professionnels. Ainsi, ce qui a été fondamental dans les situations que nous avons pu accompagner en lien avec le service d'AEMO avec hébergement sur Mulhouse, c'est d'interroger très fortement, et là je rejoins totalement les propos de notre camarade allemand d'hier, la place et le statut de la famille ou des adultes de référence, parce que ce n'est pas toujours les parents qui font adultes de référence pour le jeune, et qui devraient être vraiment considérés comme un partenaire à part entière et comme statutairement égaux dans leur expertise et dans leur façon de considérer leur vie aux professionnels intervenants. Les professionnels intervenants, ce qu'on peut remarquer, c'est que nombre d'entre nous, et ça a été évoqué, les manifestations, les troubles de ce public, on ne sait pas toujours comment prendre, comment approcher, appréhender, peuvent susciter un risque de sidération, voire de saturation, de trop-plein et de réaction défensive, avec tout ce que ça peut comporter comme risque de dérive, parmi le public professionnel. En AMOH, tout le monde est diplômé. On sait aussi que dans le champ de la protection de l'enfance, dans les MEX, malheureusement, il n'y a pas un taux de professionnalité qui est toujours de 100%. En tout cas, il y a des personnes qui peuvent être en cours de formation ou voire en attente de formation. Il y a donc un effet de limite individuelle à l'expertise qu'on a appelé monothématique, donc on parle le protection de l'enfance, on parle le handicap, on parle le protection judiciaire de la jeunesse, on parle l'insertion, mais il y a une limite à cette expertise et qui nous engage finalement à des modalités renouvelées et coordonnées, et ça va être tout le sens de notre propos, idéalement partagées, de la prise en compte commune de ces situations. Il y a nécessité d'élaborer et d'instaurer un processus de régulation des pratiques développées. Quand on est dans l'innovation, il faut pouvoir se retourner sur ce qu'on innove, ce qu'on produit pour finalement ajuster et poursuivre le travail de réflexion et de construction de la pratique au sein de chacune des organisations, mais également au niveau du réseau partenarial et entre acteurs, ce qui implique forcément le jeune, sa famille et son entourage au sens large. Donc ces observations, vous l'aurez noté pour ceux qui sont aguerris à l'approche systémique, elles renvoient aux deux dimensions
de l'approche systémique, les dimensions structurelles, comment sont organisés, sont configurés les réseaux, mais également à ce qui relève du fonctionnement, puisqu'un outil n'a de sens qu'au travers de la main qui l'emploie. J'ai oublié petit jeu pour la salle, j'ai dissimulé malicieusement et totalement volontairement, vous l'imaginez bien, quelques coquilles dans la présentation, c'est volontaire, c'est pour voir si vous suivez, vous pouvez lire et essayer de les repérer. Alors, l'effet de limite qu'on évoque, il est renforcé par cette hyperspécialisation que les professionnels développent après un parcours de formation commun la plupart du temps, mais une hyperspécialisation qui est néanmoins nécessaire au développement du très haut niveau d'expertise que vous développez tous et toutes quotidiennement au service des situations que vous accompagnez, et la persistance, on l'a dit aussi, des politiques sociales en silo, donc deux dimensions, une dimension interpersonnelle, une dimension macro. Et les politiques sociales sont également soumises à des injonctions d'efficience, le fameux New Public Management. Il faut favoriser le recentrement sur le cœur de métier. Tout ce qui dépasse, vous me coupez ça et ça fera autant d'économies. Ces différents facteurs, ils constituent autant d'obstacles finalement à l'émergence d'une réponse globale et a fortiori mono-institutionnelle, même si des exemples comme la structure qu'on a vue hier sont tout à fait remarquables et méritent d'être encouragés, ou en tout cas sont inspirants, il me semble. Mais néanmoins, même si on ne peut pas avoir de réponse mono-institutionnelle, ça appelle forcément la question de l'intercompréhension des acteurs pour travailler sur des modes d'intervention conjointes. Et du coup, alors de façon un peu malicieuse aussi, mais ça nous a amené à nous poser la question, est-ce que finalement cette envie qu'on peut tous avoir et que je peux moi-même avoir d'avoir la solution, la case qui me manque pour faire un clin d'œil à Marie, est-ce que dans un environnement réticulaire, donc fondé sur les réseaux, c'est pas une illusion et qu'une réponse mono-institutionnelle ne serait pas aussi le siège potentiel de possibles dérives et d'une toute-puissance institutionnelle et des professionnels qui sont au service des jeunes, des familles. Est-ce que ça pourrait pas être la survivance de cette envie de caser les incasables ? Donc, de fait, et ça va être, je vais enchaîner sur la partie un petit peu des propositions, en tout cas des constats de ce qui a pu marcher, il y a cette nécessité pour les professionnels que nous sommes dans la configuration de handicap et protection de l'enfance en même temps, d'être forcément des bilingues. On parle de protection de l'enfance, on parle de handicap, c'est quand même pas mal si on a des gens qui sont bilingues ou multilingues autour de nous et autour des familles. Donc il n'y a pas un modèle systématique d'intervention au profit des mineurs qui présente une problématique de double vulnérabilité qu'un acteur pourrait seul maîtriser et développer à l'appui de ses uniques ressources personnelles et institutionnelles, même s'il y a des pratiques très très diversifiées, c'est évident. La singularité exacerbée de nos publics contre-indique toute forme de modélisation ou de formatage générique de l'intervention. Vous entendez entre les lignes toutes mes pensées à tous ces référentiels pleins de croix à cocher pour évaluer à coup sûr le degré de danger et de vulnérabilité d'une situation. Dans quel tiroir bien au fond de mon bureau ils peuvent se trouver. Ça appelle systématiquement un modèle singulier d'intervention clinique. Et c'est ça qui peut être fatigant et épuisant, c'est qu'à chaque fois, on recommence presque de zéro. Et pourtant, c'est quelque chose de nécessaire pour ne pas plaquer des solutions toutes près de l'un à l'autre. Le public qui relève de stratégies d'intervention renouvelées qui ne doivent pas se constituer en modèle rigide, mais en une approche souple et évolutive qui s'appuie sur des principes philosophiques et légaux d'action reconnus et soutenus de manière combinatoire, des principes qui sont éprouvés, négociés à l'aune de nos réalités. C'est-à-dire les valeurs avec lesquelles on s'est engagé les uns et les autres dans nos métiers, c'est là l'une des ressources essentielles. Bien sûr, il y a la question des moyens, bien sûr, mais quand on parle de la place de la famille, ce n'est pas forcément une question de moyens, c'est aussi une question de posture professionnelle et avant tout. Magnéto, Serge. Alors, ces remarques sous-tendent et étayent notre intérêt
pour des principes méthodologiques des collectifs transverses, qui est un modèle issu des sciences de la gestion que je vais vous présenter, et le modèle de la pratique de la clinique hybride présentée par l'AMO avec hébergement, qui a été la partie sur laquelle Eric a déjà réfléchi depuis de nombreuses années, toujours pour répondre à ce besoin de coordination et d'optimisation de l'intervention. Donc il s'agit de tisser à chaque fois, je le disais, et en le renouvelant, des plans d'action interinstitutionnels qui conjuguent les pratiques professionnelles au profit d'une pratique hybride et commune, par exemple en cherchant empiriquement, donc c'est-à-dire à partir de nos quotidiens, hein, à nous et ensemble, des effets de prise en charge éducative du mineur en établissement et des effets d'accompagnement social de milieu ouvert ou dans l'environnement social, puisque l'AMO avec hébergement a cette particularité, comme toutes les interventions de milieu ouvert que vous mettez en œuvre, de pouvoir étayer le jeune et les partenaires dans l'ensemble des environnements où ils se trouvent. Donc cette hybridation, elle permet in fine de soutenir l'ensemble des acteurs, à commencer par le jeune et sa famille, mais également les professionnels entre eux, hein, puisqu'on perd vite nos repères et il s'agit de pouvoir peut-être en construire des communs ou de partager les repères qu'on peut avoir acquis durant son expérience. Donc, la seconde proposition, au-delà du bilinguisme, c'est la question de l'inscription du jeune dans des environnements multiples. Il est temps que ça se finisse, les assises, hein, elles marchent moins bien, la zapette. Donc, pour contenir et soutenir les mineurs à l'épreuve de leur vulnérabilité singulière, nous suggérons de ne pas leur proposer finalement une place, mais plusieurs et simultanément en articulation souple, évolutive et au plus près finalement de leur évolution et de leur dynamique psychique. C'est finalement, on le sait, hein, une affirmation assez contre-intuitive parce que notre tropisme et notre volonté au départ nous pousserait plutôt à aller, il y a tellement d'insécurité psychique, à aller chercher une réponse et une place unique où tout serait articulé autour du jeune. Pourtant, vous, moi, Monsieur Bill, Mathieu, on s'inscrit tous dans des environnements multiples. Vous avez votre vie professionnelle, vous avez votre vie familiale, vous avez peut-être le club de tennis, le club de foot, voilà, différents engagements associatifs puisque tout le monde a pris une adhésion au CNAEMO. Voilà, on s'inscrit tous et ces jeunes peuvent également en bénéficier dans des environnements multiples. Et donc, ça vient finalement de notre constat que la labilité, hein, la forte évolutivité, l'intensité, la complexité à l'œuvre nécessitent des variations et une pluralité des prises en compte psychoaffectives des mineurs, la conjugaison et la complémentarité si nécessaire, l'intrication, donc c'est un mot très très fort, hein, l'intrication des formes d'accompagnement. Il s'agit de pouvoir, alors j'ai perdu mon fil, de répondre à la continuité de la permanence et de la fiabilité de la fonction de contenance nécessairement soutenue au profit des mineurs. Donc plutôt que de tenter de faire contre la dynamique d'instabilité présentée par le mineur, et les mineurs qu'on a rencontrés, qu'on a pu accompagner avec Eric, se caractérisaient par ce côté volcanique, hein, ils étaient incasables parmi les incasables, diraient certains de mes responsables. Il ne s'agit pas de faire contre cette dynamique, parce qu'on ne serait pas dans finalement une forme de contenance, mais dans une forme de répression des mouvements à l'œuvre. On essaye de mobiliser les pédagogies du faire avec, donc en lien avec cette logique, hein, d'approche par compétence, en proposant une multiplicité, une diversité de cadres d'expérience qui, par leur effet d'ouverture, vont contribuer à prévenir et ou à déjouer les effets de fermeture, de blocage, de rupture psychique ou relationnelle qui souvent forgent et fondent les crises violentes auxquelles on peut être confronté, auxquelles ces jeunes sont en premier lieu confrontés. Donc la multiplicité, la diversité des places qui peut être proposée aux jeunes, soutenus dans des cadres professionnels et familiaux alternés ou dans des tiers-lieux institutionnels, c'est-à-dire dans des espaces que l'une ou l'autre des institutions ouvre au profit d'une expérimentation collaborative du réseau. Hein, c'est-à-dire, à un moment donné, ces situations, de toute façon, ne sont pas, et loin s'en faut pour une grande partie d'entre elles, dans le
cœur de métier de chaque institution. Forcément, il va y avoir des marges, et c'est pour ça qu'avec la volonté de faire un petit peu de dégraissage de mammouth, on veut recentrer sur le cœur de métier, et on n'aurait plus ces marges de manœuvre, mais pourtant c'est dans les marges que se construisent ces nouvelles pratiques au niveau des réseaux professionnels. Ce cadre expérimental, à la marge des projets institutionnels, peut par contre devenir une forme privilégiée pour nous tous d'une pratique professionnelle transverse et hybride au service du développement des compétences de chacun des acteurs, y compris le jeune et sa famille. Alors pour situer, puisque là je parle de pratique hybride et je parle d'intervenir dans les différents milieux dans lesquels vit l'enfant, il faut peut-être rappeler quelques particularités des dispositifs d'AEMOH, en tout cas tel qu'il est conçu par l'ARCEA sur la région mulhousienne. Donc c'est une capacité à intervenir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au domicile du mineur ou dans tout environnement familial et social. C'est la capacité à développer des effets soutenus et continus et réactifs d'accompagnement éducatif au profit des mineurs et de sa famille, de leur famille, par exemple en contribuant à la continuité de l'accompagnement éducatif développé dans une dynamique pluri-institutionnelle de complémentarité des ressources, des sensibilités et des compétences. L'AMOH, c'est également la capacité à héberger donc ponctuellement, le H c'est le H d'hébergement, le mineur lorsque la situation le nécessite, pour soutenir en acte, en conjuguant donc des effets d'accompagnement et des effets de prise en charge partielle du mineur, donc en hybridant les pratiques qui étaient traditionnellement celles des lieux de placement et celles du milieu ouvert. Donc il s'agit de contenir et de soutenir en portant ensemble avec la famille la situation du mineur et donc d'être au plus près de la réalité vécue par cette famille et ce mineur en jouant pleinement des spécificités opérationnelles. Donc c'est-à-dire même pour l'AMOH qui est pourtant prévu comme un dispositif particulièrement souple et mobile, même là ça nous a conduit à aller vraiment au bout des marges de manœuvre du dispositif, voire même un petit peu en dehors du cahier des charges de temps en temps. Et par définition, le milieu ouvert, lui, il ne s'appuie pas sur des murs, il n'y a pas la contenance du bâtiment de l'institution. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de contenance en milieu ouvert, Eric rappelait que c'est pouvoir plier, déplier une intervention éminemment plastique. Si la relation d'accompagnement au milieu éducatif ouvert peut être attaquée par le mineur en souffrance, comme les murs d'une institution, elle permet en permanence des modalités de repli, de suspension, voire de dégagement, qui permettent de prévenir la sensation d'envahissement ou le péril psychique, et qui permettent d'instaurer une forme de continuité. Et là, il y avait une référence, alors moi, c'est des travaux que je ne connais pas directement, mais aux travaux de Michel Bodbol, qui est un psychiatre qui a travaillé sur ces questions-là. Donc, la possibilité d'hébergement ponctuel offerte par la MOH est parfois mal comprise lors de l'instauration d'une mesure, et elle peut parfois effrayer les familles et les jeunes en suscitant la défiance vis-à-vis de l'idée d'un placement institutionnel en établissement, qu'on l'ait déjà vécu ou qu'on ne l'ait pas encore vécu. Nous constatons néanmoins que même sans être activé, le principe de cette possibilité d'hébergement ponctuel dans l'urgence ou de manière, des petites séquences prévues, ils peuvent contribuer, même si c'est jamais activé, à la contenance psychique et relationnelle et à la dynamique de réassurance de la famille. J'ai une garantie derrière. Il y a un échappatoire si à un moment donné il y a une crise que j'estime trop forte. Parfois, ça permet même déjà de désamorcer la dite crise. Donc, la capacité de projection sur tout le territoire de la MOH, si nécessaire dans l'urgence, en pleine nuit, comme on le disait, et dans l'ensemble des lieux où s'inscrivent les mineurs, permet à la mesure de soutenir les actes aussi des professionnels partenaires au sein même de leurs institutions. Et là, on évoquait une situation où le service d'AEMO avec hébergement a pu intervenir
avec bien sûr l'accord des responsables, tout avait été bien organisé, mais au sein même d'un IMPRO, par exemple, où un jeune voilà, était en grave risque de rupture ou de rejet. Alors, qui allait rejeter l'autre, c'est toujours la question, mais pour pouvoir étayer et partager finalement une connaissance du jeune que n'avait pas l'institution, qui était centrée sur la question plutôt de la formation, alors adaptée, mais de la formation quand même. Et donc de la même façon que pour les familles, cette mobilité, ce nomadisme, je crois que c'est le terme qu'on a employé après, de l'AMO avec hébergement, ça peut contribuer à une forme de réassurance des acteurs professionnels. C'est donc finalement des effets qui agissent sur le même principe que les différentes équipes mobiles ou structures de soutien et d'étayage qu'on a évoquées au cours de ces 2 jours. Donc en elle-même, par nature, la mesure d'AMO avec hébergement constitue une forme hybride d'accompagnement et une forme d'accompagnement donc nomade qui est propice à l'expérimentation et à la coopération. Alors, ponctuellement autour d'une situation ou plus durablement dans un partenariat interservice, voilà, dans le réseau professionnel. Alors, intervenir à plusieurs dans un système complexe nécessite d'avoir peut-être des modèles et des repères. Et c'est par rapport à ça, c'est des modèles qu'on a retrouvés dans le travail de master que j'ai pu faire. Il y a un modèle issu des sciences de la gestion qui s'appelle le modèle des collectifs transverses de travail et qui me semble relativement éclairant pour permettre de comprendre. On va retrouver des touches de tout ce qui a été dit dans les bonnes pratiques ou les pratiques qui ont pu être aidantes au cours de ces 2 premières journées. Donc, cette réflexion, elle naît en sciences de la gestion dans les années 90, si je ne me trompe pas, ou peut-être un petit peu avant, sur le fait que dans les groupes de travail, la collaboration par fonction remplace progressivement la collaboration initiale par groupe métier. Ce ne sont plus uniquement des profs qui travaillent entre eux, uniquement des éducs, uniquement des assistants sociaux, uniquement des infirmiers, mais c'est des collectifs qui associent des professionnels de différentes cultures et origines. Donc le focus est alors mis sur la complémentarité de ces acteurs et les travaux auxquels je me réfère sont les travaux de Justine Arnaud et Pierre Falzon lorsqu'ils ont réfléchi sur la question des environnements capacitants, qui est une des grandes lignes conductrices des travaux de Falzon, au travers de leur spécialité qui est l'ergonomie du travail. Donc vous voyez, là on n'est pas sur un modèle issu directement du travail social. Et donc, le premier concept que je vais vous présenter, celui de l'activité collective conjointe. Et de quelques caractéristiques qui seront brèves. En fait, c'est quand j'avance le truc. D'accord. Les professionnels donc, de métiers différents ont des références qui peuvent être ont des références propres. Chacun voit la situation de son angle, qui peuvent être source de conflits et obliger à la négociation. Cette négociation entre professionnels avec des références hétérogènes est difficile en l'absence d'un langage opératif, d'où la remarque sur le et le multilinguisme tout à l'heure, qui oblige à une communication longue et détaillée. La coopération étalée dans l'espace et le temps complexifie cette communication entre les acteurs et tous les outils censés nous faciliter la communication, on le voit bien au quotidien, ne la facilitent pas nécessairement. Qui d'entre vous dans la salle ne s'est jamais pris la tête à comprendre ce que quelqu'un, le partenaire, a voulu réellement dire dans son mail? Donc ce travail d'articulation entre les acteurs, il est sous-estimé, voire invisible, peu comptabilisé et valorisé en comparaison des tâches productive. Donc je rappelle que là on est sur un modèle issu des sciences de la gestion, mais finalement quand on a des statistiques qui vont regarder le nombre de rapports, le nombre de mesures clôturées, on ne va pas avoir le nombre de cafés bu avec les partenaires pour mieux comprendre comment ils fonctionnent. Et le travail des opérateurs de bout de chaîne, il est complexifié par l'accumulation de toutes les difficultés des stades précédents. Donc bon courage à ceux qui arrivent quand la situation est déjà particulièrement dégradée. Donc, ces travaux en ergonomie du travail, ils renvoient aux besoins des professionnels, dont on a fait quelques remarques tout à l'heure, et de là émerge la notion de collectif transverse, donc, que vous pourriez reprendre sous l'âme d'une équipe finalement pluriprofessionnelle, mais également pluri-institutionnelle, pluripartenariale. Pour voir l'émergence d'un collectif transverse, donc toujours selon les sciences de la gestion, donc ça c'est un modèle je crois de Motet, le modèle d'action collective conjointe, c'était Lorino, ça implique une connaissance partagée du processus dans sa globalité et des références communes. Là je pense à la question des dossiers d'hier matin ou après-midi.
une connaissance du travail de l'autre et la prise en compte par chaque acteur de l'activité de son partenaire dans ses activités propres. Une confiance mutuelle et une reconnaissance des compétences de l'autre et des complémentarités. Même si on est plein de bonnes intentions, c'est pas si évident que ça quand on examine les situations au quotidien, là, cette question de la confiance, surtout quand c'est chaud et qu'il commence à y avoir de la violence. Une volonté partagée et la possibilité effective d'améliorer ensemble le processus. 5 minutes, on va essayer. Oui, il y aura. Donc, les acteurs d'un collectif transverse qui collaborent donc dans le cadre d'activités collectives conjointes doivent dépasser des obstacles de différentes natures. Donc, je l'ai dit, méconnaissance des partenaires, différences d'habitus professionnels qui peuvent entraîner des conflits de communication liés aux personnes et aux outils. Ces difficultés sont accrues pour les acteurs de fin de chaîne. Donc, pour nous, il nous apparaît vraiment essentiel, dans un environnement complexe, de refuser la réduction arbitraire et abusive de cette complexité, présentée par les situations des jeunes en double vulnérabilité, une réduction de la complexité au profit d'une logique gestionnaire et néolibérale. Cette hybridité des cadres et des pratiques professionnelles forme une réponse opportune à la complexité, même si c'est au risque d'apporter en réponse une complexité à nos propres organisations qui ont elles-mêmes leurs exigences et nous obligent à faire évoluer nos pratiques pour intégrer cette complexité. J'essaie d'aller vite. Donc le modèle des collectifs transverses est dense, là, qui peut constituer finalement, avec ces quelques critères assez simples, un analyseur assez aisé à manipuler pour nous autres professionnels et au niveau des institutions pour réfléchir la question des partenariats. Et dans ces perspectives, la double vulnérabilité devient le siège possible d'une réinvention de nos pratiques en les préservant de toute tentation visant à l'essentialisation des publics. Ça veut dire qu'au lieu de devenir finalement une épine dans le pied des professionnels des institutions, c'est un espace de ressources pour construire des pratiques qui pourront potentiellement s'appliquer, se transférer à tout type de situation complexe. Alors, je passerai un petit peu vite sur la question du PPE. Je suis inspecteur ASE, je pouvais difficilement ne pas en parler. Mais le projet pour l'enfant, finalement, au niveau des situations individuelles, incarne cette mission de coordination du réseau professionnel. Donc, un réseau professionnel là, réuni finalement spécifiquement autour d'une situation. Le postulat qu'on fait avec Eric, et pour l'avoir expérimenté donc sur des situations d'AUMO avec hébergement, c'est qu'il peut devenir un outil de formalisation de la co-construction du travail socio-éducatif avec le jeune et la famille, mais également par l'ensemble du réseau partenarial qui est pour l'occasion réuni. Mais pour ça, il faut qu'il soit pleinement investi de cette fonction comme un outil de développement de pouvoir d'agir pour l'ensemble des acteurs professionnels ou familiaux et que ce ne soit pas une paperasse finalement qu'on range très vite dans le dossier de 25 kilos pour l'ensemble des acteurs. Après le reste, je peux passer. Je pense que la présentation sera peut-être mise en ligne directement. Donc, le PPE, il peut permettre de réunir les conditions d'émergence d'un collectif transverse de travail, à l'exception de la confiance. Ça ne se décrète pas, ça se construit peut-être par la suite, ou ça devrait peut-être lui préexister. Et dans cette optique-là, le PPE, plutôt qu'être une paperasse, ça devient un espace de négociation et d'élaboration conjointe des perspectives communes autour desquelles l'intervention va se construire. On est sur un outil qui permet finalement d'engager une dynamique de coéducation que là aussi j'entends sous deux angles, la coéducation donc entre les professionnels et la famille de l'enfant, mais également l'éducation conjointe des acteurs entre eux que prône Paulo Freire, qui aurait eu 100 ans cette année d'ailleurs. Donc, dans l'action au quotidien, le PPE, il peut véritablement pour nous tous devenir un fil directeur, un rétro-planning, un repère commun sur le plan organisationnel et temporel. Mais il ne peut pas être le seul espace de négociation, bien évidemment. Il ne faut pas lui attribuer des fonctions qu'il n'a pas non plus entre les acteurs. Il n'en est qu'une formalisation à un instant T, et à ce titre, il reste sujet à réévaluation et à redéfinition pour s'adapter en permanence à l'évolution de la situation dans l'ensemble de ses dimensions.
Et pour ne pas conclure et laisser la place peut-être un petit peu d'échange, quelques points clés donc on a évoqués. Donc, dans les situations de double vulnérabilité, ou plutôt, vous l'aurez compris, de singularité exacerbée, pour nous, il y a un intérêt à ne pas simplifier le complexe. La complexe, ce n'est pas un obstacle ou uniquement une contrainte pour nous, les professionnels. C'est aussi un espace de ressources pour les jeunes et leurs familles et nous-mêmes. Donc, notre intention n'était pas, ce matin, de proposer une modélisation type ou une méthode type recette de cuisine, certains le feront sans doute bien mieux que moi, mais de partager avec vous une posture qui s'inspire de différents modèles et parmi lesquels l'approche systémique. Donc dans l'optique aussi que ça puisse être transférable à toute forme de situation et d'accompagnement complexe, qu'on parle d'adultes ou de mineurs d'ailleurs. Et notre conviction forte est qu'il n'existe pas de solution fondée sur une mono-expertise. La réponse professionnelle tire son adaptabilité et sa force de la conjugaison de nos réponses multiples pour répondre à la singularité de chaque situation. Et enfin, et c'est un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est de rappeler que la perspective d'émancipation de l'éducation doit nécessairement équilibrer le ou les mandats de protection pour nourrir nos pratiques et celles de l'ensemble des intervenants auprès des jeunes en double vulnérabilité. Le mandat n'est pas la finalité le mandat de protection n'est pas la finalité de l'intervention. La finalité de l'intervention sociale, c'est la loi qui le dit, c'est la logique d'émancipation. Je vous remercie. Merci. Merci. On a donc la possibilité, 5-10 minutes d'échange, questions-réponses, questions ou réactions, commentaires, témoignages, comme vous savez le faire. On peut utiliser les SMS, évidemment. Alors, peut-être tel ou tel d'entre vous souhaite prendre la parole tout de suite. Pour ma part, je suis à la fois heureux et un peu surpris, mais heureux, de voir émerger à nouveau ce souci de complexité et d'approche systémique. Alors, parce que ce sont mes références depuis longtemps, sans doute, mais les voir aujourd'hui remises en évidence, je trouve ça très intéressant pour le travail que nous avons à inventer. Éviter de réduire cette complexité, ce serait déjà une extraordinaire manière de respecter les personnes avec qui nous avons à travailler. La complexité, ça renvoie nécessairement à l'approche systémique pour tous ceux qui auront lu Morin ou d'autres auteurs, et c'est vraiment à distinguer de la question du compliqué. Quelque chose peut être compliqué sans être complexe, mais la complexité est finalement quelque chose qui peut être fascinant au point de s'y perdre dans notre réflexion professionnelle, mais qui est, et on en est convaincu avec mon collègue, vraiment un espace de ressources pour penser l'ensemble des rétroactions ou des éléments de fonctionnement d'un système familial et d'un environnement. Et pour faire référence à ce qui était dit hier après-midi, moi je ne peux pas m'empêcher de penser que Edgar Morin, il nous dit d'abord que la complexité commence à partir du moment où j'accepte l'idée de ne pas savoir. Oui, tout à fait. Cette idée d'incertitude. Et vraiment, ça a été évoqué à plusieurs reprises depuis 2 jours, mais ça semble tellement fondamental, quoi. Ouais. Vraiment. Ça permet... Peut-être réaction, question ? Oui, s'il vous plaît. Michel, il y a une question dans la salle. Très volontiers. Alors, je suis salarié du service AEMO de Mulhouse. Voilà, donc je vous remercie aussi d'avoir présenté le travail de mes collègues de bureau, vraiment. Moi, je vous remercie aussi de préciser que vous êtes assistant social et de présenter aussi voilà, ces principes d'intervention avec toute une éthique, voilà, dans laquelle je me reconnais, même si je suis éduque et que voilà, faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Mais là, j'ai envie de vous interpeller en tant qu'inspecteur ASE, en tant que salarié de la CEA d'Alsace, parce que toutes ces marges de manœuvre qu'on a, effectivement, avec les petits bouts de nos interventions qui sont communs les uns aux autres à nos différents champs d'intervention, sociale, médico-sociale, protection de l'enfance, on nous les grignote, clairement, tout le temps. Et aujourd'hui, j'ai une demande quand même de la SCEA
de prouver par des statistiques ce que je fais, avec un comptage de mes VAD, de mes appels. Et effectivement, le petit café que je prends avec l'inspecteur ASE juste après une situation pour savoir comment ils fonctionnent, quelle est leur réalité à eux, bah ça, c'est pas comptabilisé. Et comment la CEA, elle prend en compte ce besoin de marge, ce besoin qu'on accorde du temps à du partenariat, qu'on puisse effectivement rester 5 minutes de plus dans l'IM-Pro, dans le DITEP avec lequel on travaille. Alors déjà, vous me voyez navré que vous avez pris des cafés avec mes collègues et pas avec moi, avec de tels propos. Alors ça, je pense, depuis que l'AMO ne fait plus de suivi jeune majeur. C'est ça. Mais je suis ouverte aux propositions. Si, puisque pour Chris, on l'a fait. Quelques situations à vous rapporter si vous le souhaitez. Oh bah, on l'a fait, on a pu prolonger, alors c'est un exemple tout à fait spécifique, mais pour Chris, une AMO avec hébergement sur, donc de manière judiciaire, à partir du décret de 75 sur la PJM, avec un financement ASE et non de la PJJ. Donc des articulations spéciales, on peut en faire aussi de temps en temps. Alors, ce que vous dites est très juste et c'est regrettable, mais les gens de la tarification ne raisonnent pas comme les travailleurs sociaux. Ceci étant, à côté des petites cases et des petits bâtons qu'on vous invite, moi, ce que je vous invite, c'est à ne surtout pas vous censurer. Alors, le café pris avec l'inspecteur, si c'est pour discuter de la situation, ça peut être peut-être compté comme un rendez-vous, d'une part. Deuxièmement, il peut y avoir aussi, en complément de ces remontées statistiques assez austères et âpres, voilà, une analyse qualitative, et ça, c'est vous qui savez le faire, c'est pas les gens de la tarification, une analyse qualitative de ce que veulent dire ces bâtons, de ce que ça implique dans vos pratiques et dans les nôtres, puisque je vais m'y associer, pour dire qu'au-delà des bâtons, il y a des réalités dont les bâtons ne rendent pas compte. Mais ça, c'est à nous de prendre aussi l'initiative. On ne va pas attendre que ce soit des comptables qui nous demandent autre chose que des bâtons. Mais rien ne nous empêche de leur envoyer autre chose en complément.